Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Et pendant que Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie de Jospin, continue à empiler les millions en loussedé, planquant son fric en toute légalité dans des zones franches, ça fait plus moderne que paradis fiscal, paraît-il. Zone franche qu'il a lui-même aidé à monter à la demande des autorités et gouvernements des pays concernés. Casablanca et les dirigeants du Maroc dans le cas d'espèce. Cas révélé dans la semaine par le journal Libération et l'émission Cash Investigation, 6 millions d'impôts d'économiser plus 1 million en rémunération pour son aide au montage de cette zone franche, c'est quand même une jolie somme. Chez les socialos, il y a belle lurette que les notions d'éthique et d'être juge et partie sont passées par pertes et profits. Pendant donc que Dominique Strauss-Kahn continue à empiler les millions, pendant que Sarkozy vient de rajouter une nouvelle ligne à son tableau de chasse judiciaire, 3 ans, dont 2 avec sursis, cette fois pour financement illégal de campagne électorale. Sarkozy qui pourrait se voir poser un bracelet électronique et assigné à résidence une fois son pourvoi en cassation examiné par la justice, sans doute l'année prochaine. Souvenez-vous, à 50 ans, si tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie. Claironné il y a 10 ans, Jacques Séguéla, qui pourrait rajouter aujourd'hui, et à 60, si tu ne peux pas te faire poser un bracelet électronique, tu l'as raté également. Donc pendant que Dominique Strauss-Kahn continue à empiler les millions, que Nicolas Sarkozy rajoute une nouvelle ligne à son tableau de chasse judiciaire, eh bien, on apprend que du côté de l'hôpital, ça va toujours aussi bien. Par exemple, fermeture du service de néonatologie à l'hôpital de Carcassonne dès la semaine prochaine pour manque de personnel. Grève des sages-femmes depuis une semaine pour des questions salariales. Manque de personnel un peu partout dans les hôpitaux français. L'hôpital payant là l'incurie des gouvernements qui se sont succédés depuis 2002 et qui n'ont pas réalisé les embauches nécessaires à l'absorption du passage aux 35 heures. Difficulté de recrutement au vu des conditions financières et des conditions de travail actuellement qui est celle de l'hôpital public. Surcharge de travail due au Covid, passage à l'obligation vaccinale pour les personnels. Les motifs de grogne sont multiples et disparates et tout ça se passe dans l'indifférence générale. Ah, il est loin le temps où à 20h tout le monde applaudissait les personnels soignants. Il est très très loin. Et pendant ce temps, on nous rabat les oreilles avec Éric Zemmour. Cherchez l'erreur. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé ce soir par Paul Benaïm. Ce soir, on prend des nouvelles de Mixar Miris avec Joël Lecussin, que nous aurons tout à l'heure au téléphone. On parle de Foro du Brésil et d'un festival qui aura lieu le week-end prochain à Rabastens dans le Tarn. On en parle avec Jairo Rodriguez du groupe Café con Leite qui organise également ce festival, et on écoutera ensuite Yves Rechtener, le programmateur du festival Toulouse les Orgues, nous parler de l'édition 2021, la 26e édition de Toulouse les Orgues qui se déroule jusqu'au 17 octobre. Mais on commence tout de suite par le concert de la soirée. Ça se passera au pavillon République dans la cour du conseil départemental dans le
le cadre de l'édition 2021 de Jazz sur son 31. Sur scène, la chanteuse anglaise Anna Williams pour un set entièrement dédié à la musique soul, une musique soul qu'elle veut fiévreuse et tonitruante, bien épaulée en cela par son groupe The Affirmation. Anna Williams and The Affirmation, on les écoute tout de suite. How Long, extrait de son dernier album 50 Foot Woman. Ce soir, elle sera donc à 20h30 au pavillon République. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Could it be forever that we will never see? Grasping at the future for all it cannot be. Are my ancestors calling me, or am I losing my mind? Beneath the roar of machinery, I hear their voices cry. What's pulling us apart? The world is still hungry, just a faces change. And with these heavy city storms comes an angry acid rain. Can you hear them crying? Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Jairo Rodriguez, bonsoir.
Bonsoir. On vous a au téléphone depuis Perpignan où vous jouez ce soir et vous êtes avec nous ce soir pour parler d'un festival, le Café comme l'été, votre groupe festival, un festival organisé donc par les musiciens de Café comme l'été et épaulé par un certain nombre d'autres musiciens et acteurs de la scène musicale toulousaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots en quoi consiste ce festival qui aura donc lieu le samedi 16 et le dimanche 17 octobre, c'est-à-dire le week-end prochain, à Rabastens dans le Tarn? Oui, carrément. En fait, c'est un festival qui c'est parti d'une initiative de Café Colate de fêter nos 6 ans. Et comme Café Colate, c'est un projet collectif qu'on participe avec beaucoup d'artistes toulousains et qui viennent d'ailleurs aussi. On a dit pourquoi on fait pas une fête pour fêter nos 6 ans en invitant plein des amis musiciens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent dans cette aventure depuis 6 ans. Et du coup, on a dit, écoute, on va essayer de faire un petit événement qu'on pourrait rassembler toute la famille et dans un endroit un peu magique avec le safran. Et du coup, c'est dans une grosse ferme de safran, en fait, et c'est super collectif avec les Coco Chéri, c'est l'association Caravane Musicale. Et du coup, voilà, on a dit, on va faire un petit festival pour commencer à donner un peu l'importance à tout ce qui nous entoure dans la culture afro, dans le monde entier, mais surtout afro-brésilienne. Voilà, donc pour donner des noms de groupes, on retrouvera les Sardinhas da Mata, on retrouvera donc Café comme l'été, votre trio, je le rappelle, accordéon, voix et maintenant un troisième musicien qui s'occupe des machines. Il y aura également Sophaz, il y aura un certain nombre de DJ, donc, dont une fille qui participe aussi à la vie de campus. Dans une émission qui s'appelle le Gramophone, il y aura une série de DJ qui termineront la soirée du samedi et puis le dimanche des ateliers collectifs musicaux. On pourra aussi regarder comment se fabrique le foro. Il y aura des ateliers d'accordéon, des ateliers de percussion. Roda da Capoeira sera également là pour assurer la partie musicale du dimanche. Donc un week-end où il sera fortement question de ces musiques brésiliennes et de cette tradition du foro. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Jairo Rodriguez, en quoi consiste exactement cette musique que l'on commence à connaître pas mal de ce côté-ci de la Garonne? Le côté du foro, en fait, foro, ça veut dire bal. C'est tout ce qu'on trouve dans la culture populaire brésilienne. C'est dans le Nord-Est, c'est la musique régionale, genre le coco, le maracatu, la ciranda, le caboclinho, le cavalo marinho. Tout ce qui entoure la culture populaire, c'était un mouvement qui était créé par des accordéonistes à l'époque, Louis Gonzaga, même avant, Domingues et tout ça. Et en fait, à Toulouse, on a eu Rita Macedo, qui est venue avec le trio électrico avec mon papa et compagnie. Avec Fabulous Troubadour, qu'ils ont fait un grand échange avec le Brésil, avec les Fabulous Troubadour, avec Famuste et tout ça. Et avec Hélène des Oito Baixes, qui c'est quelqu'un qui est primordial pour notre culture de foro en France, surtout à Toulouse. Et maintenant, ça est devenu un rôle compresseur des danses, tout le monde danse le foro, tout le monde joue le foro, et du coup, ça est devenu une culture populaire à Toulouse. Je rappelle que Rita Macedo a organisé pendant longtemps, et je pense qu'elle le fait encore, tous les mois, un bal foro dans un gymnase du côté de la Sépierre. Dans l'hangar de la Sépierre. Voilà, dans le hangar de la Sépierre, et qui est un bal foro très, très, très connu et reconnu. Foro, la légende veut que ces bals du nord-est brésilien, à l'époque où se montaient des lignes de chemin de fer qui étaient pilotées par des ingénieurs anglais, ces bals brésiliens étaient sous-titrés For All, pour tout le monde, et que la contraction de ce mot For All est devenue petit à petit foro, et c'est comme ça que cette musique a trouvé son nom. Vous confirmez cette légende? Oui, tout à fait. Donc, vous le disiez, il y a... À la base, c'est la musique populaire pour que tout le monde s'est retrouvé, genre les coupeurs de canne à sucre, les mecs qui travaillaient dans les champs et tout ça, ils s'est retrouvés pour faire un bal le soir. Et du coup, dans le bal, il y avait tout, on appelait ça au foro. On va aller au foro? Ouais, on va aller dans le bal, il y a toutes les manifestations culturelles, des Pernambouc, tout ça, donc c'est ça, c'est exactement ça.
Le Foro, dans cette musique qui est arrivée à Toulouse par l'intermédiaire des Fabulous Troubadours, vous le rappeliez tout à l'heure, au milieu des années 80, avec l'arrivée aussi, la renaissance du carnaval universitaire, et c'est vrai qu'on a vu arriver à ce moment-là, venant de Bahia, un trio, le trio Electrico, avec le père de Rita Macedo à l'intérieur, qui trônait sur un immense bus impérial et qui entraînait tout le festival universitaire dans les rues de Toulouse au son de ces musiques du Nord-Est. Et c'est vrai que depuis, ce mélange entre culture occitane et Foro a énormément pris. Vous disiez tout à l'heure les Fabulous, il y a eu les Famoustés, il y a eu les Bombes de Bal, enfin toute cette mouvance qui a arnobé, qui fait vivre cette tradition. C'est quand même oublier un peu vite qu'il y a eu aussi d'autres musiciens brésiliens qui sont venus s'installer à Toulouse. Je pense notamment à Paulo Costa, qui il y a quelques années est venu 4-5 ans à Toulouse et avait sorti cet album avec une version de Haut Toulouse de Nougaro, qu'il chantait moitié en brésilien, moitié en français. Il y a eu aussi la visite d'Irmão Victor, ce musicien brésilien venu enregistrer un album à Toulouse qui est resté pendant 2 ans, album sorti sur le label Pop Superette. Et puis, dans les années 80, il y avait aussi Cine Martins qui animait énormément cette scène brésilienne toulousaine. Comment se fait-il que Toulouse ait eu un tel attrait pour les musiciens brésiliens? Je sais pas, moi je pense que Toulouse, c'est une mère en fait, c'est comme la maman. En fait, le sein de Toulouse, elle est ouvert pour tous les enfants qui viennent du monde entier et notamment pour la culture du nord-est du Brésil, parce que Toulouse, c'est quand même, moi je dirais que c'est la capitale du nord-est du Brésil en France, parce qu'il y a quand même une collectivité qui se passe autour du nord-est qui est très forte. Et tout ça, c'est grâce à Rita quand même qui a renforcé cette côté quand même traditionnel. Et puis nous, la nouvelle génération, après Rita, on a fait le Forró Pifado avec Carlos Almeida, avec Corentin, avec Paulo, avec Fauzi, avec Julien Babou, avec plusieurs personnes. Et en fait, avec le Forró Pifado, on a encore renforcé encore plus, parce que Rita avait créé la bande du Pifano de Toulouse, que c'est autour du Pifano. Et qu'est-ce que c'est le Pifano? Le Pifano, c'est un flûte en bambou qui vient du Nord-Est et qui vient spécialement de la zone rurale, Caruaru, tout ce qui est campagne, tout ça. Et notamment, il y a des grands maîtres comme João do Pif, comme Marcos do Pif, comme la famille Niceto, Anderson do Pif, et enfin d'autres artistes qui sont là-bas, qui sont passés à Toulouse aussi. Et du coup, je pense que Toulouse, c'est comme la maison, en fait, la maison du Nord-Est qui accueille et qui donne l'espace, parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'espaces culturels, des cafés culturels qui ouvrent la place pour ce genre de musique. Ouais. Et c'est vrai que la culture brésilienne à Toulouse, c'est vraiment une histoire un peu longue. On va peut-être rappeler aussi que dans les années 60, Claude Nougaro avait frayé avec pas mal de musiciens brésiliens en reprenant certaines de leurs mélodies pour les adapter en français. Bidonville de Baden-Powell, c'était une chanson de Nougaro, mais c'était surtout et à l'origine une chanson de Baden-Powell. Atuvera, à l'origine, c'était Chico Buarque qui avait composé cette musique. Et puis brésilien, mon frère d'armes, c'était Gilberto Gil qui avait écrit aussi cette musique qui avait été reprise ensuite par Claude Nougaro. Il y a aussi cette tradition dans la chanson française et dans la chanson de Claude Nougaro d'apport brésilien. Attends, j'ai pas compris en fait. Oui, je disais que Claude Nougaro avait beaucoup fait aussi pour l'arrivée et la connaissance des musiques brésiliennes. Oui, bien sûr, oui. Brésilien, enfin, il y a beaucoup de liaisons, il y a énormément de liaisons en fait avec Nougaro qui nous a un peu, on est super bien représenté en fait le Nord-Est. On a eu beaucoup de chances par rapport à tous ces artistes qui ont ouvert le chemin quand même pour la nouvelle génération quoi. Donc Jairo Rodriguez, vous êtes à Toulouse depuis combien de temps à peu près? Depuis fin 2006. Et vous êtes toujours en contact avec la famille restée au Brésil? Oui, bien sûr, oui, évidemment. En fait,
Moi, je viens d'un quartier qui est super culturel là-bas. C'est le quartier de beaucoup de groupes qui est super connu à Recife, comme o Corda do Fogo Encantado, comme notamment Silvério Pessoa, les artistes qui jouent avec lui, les percussionnistes qui viennent du Morro da Conceição aussi, comme Mestre Ambrose aussi, le percussionniste qui vient du Morro. Donc, le lien, il est toujours super fort. Et notamment dans ce festival qu'on organise, peut-être pas cette année parce qu'on n'a pas de budget et tout ça, c'est la première année et tout ça, la première édition. Mais l'année prochaine, on va faire une petite programmation qu'on va essayer de faire venir un projet qui vient de là-bas du Recife. Ah oui. Notamment ma famille. D'accord. Et donc Recife, une des villes sur la côte brésilienne au nord-est. Oui, Recife, moi je dirais que c'est Recife qui alimente musicalement, c'est comme Toulouse en fait, il y a un côté effervescent des artistes qui explosent à chaque minute. Il y en a qui sortent de partout, de la brousse, de la boue, de la marécage, de la mer, il y a toujours un artiste nouveau qui arrive et qui garde quand même ce côté ancestral, je dirais. Avant de se quitter, Jairo Rodrigues, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles justement du Brésil? On sait que depuis 4 ans, le pays est sous la coupe d'un gouvernement d'extrême droite. Jair Bolsonaro est passé par là, ça va pas très bien en ce moment. Les bruits d'un possible coup d'État commence à devenir quand même récurrent au Brésil en ce moment à l'approche des élections, des prochaines élections qui auront lieu l'année prochaine. Vous avez des nouvelles de votre côté? Vous pouvez nous donner des nouvelles de votre pays? La nouvelle que j'ai de mon pays, c'est que c'est un peuple super résistant et qu'on ne va pas se laisser faire. Enfin, malgré tout ce qui se passe, c'est un moment super compliqué, super sensible pour nous-mêmes. Et en fait, tout se passe avec la force là-bas. Donc, on est complètement opprimé sous le moment. En fait, malgré toutes ces oppressions et tout ça, il y en a des gens qui se bougent quand même pour faire en sorte qu'on est brésilien, donc on est un peuple super métissé, en fait. Et, même j'ai envie de pleurer quand je parle du Brésil parce que c'est un pays qui était super ouvert dans le monde entier et maintenant c'est un des pays plus fermés dans ces côtés-là. Donc la politique, elle nous a un peu cassé les jambes en fait. Ouais. Et tous les projets sociaux, de tous les projets, de tous les côtés vraiment humains, on n'en a plus ça en fait. Enfin, on en a parce qu'il y a la résistance, mais le gouvernement il essaye de nous cacher cette côté-là, qu'on perde cette côté, la force, la foi et tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait des mouvements un peu... Enfin, c'est pas parce qu'on est au Brésil qu'on va oublier le pays. Ici, on est en train de faire des trucs pour la résistance, pour montrer là-bas qu'en fait, il existe quand même une résistance, même si on n'est pas là-bas, et on n'est pas d'accord avec ce gouvernement. Moi, je dirais juste un truc, c'est comme ça. Fora Bolsonaro. Ce qui veut dire? Dégage Bolsonaro. Eh bien oui, ça c'est un joli slogan qu'on va sans doute entendre de plus en plus à l'approche des élections qui arrivent. On rappellera que le week-end dernier était un mouvement de protestation au Brésil où les gens étaient appelés à descendre dans la rue pour justement demander à Bolsonaro de ficher le camp. Jairo Rodrigues, merci de nous avoir téléphoné. On va vous laisser à vos occupations du moment et on rappellera... Ok, j'ai juste un truc à parler vite fait. Oui. En fait, concernant la programmation, il y aurait des stages de danse le samedi, de midi jusqu'à 17h, avec Thérèse Azevedo, avec Samba no Pé et Forró, qui vient de Rio. C'est une super danseuse. Et après, il y aurait Junior France, qui c'est le danseur afro-brésilien, qui aurait donné des cours de maracatu, ciranda, tout ce qui est dans le côté populaire. Et après, il y aurait Chilmara à 18h avec un spectacle aérien, de cirque, comédien aérienne. Et après, il y aurait l'Empire Street, qui c'est un collectif du rap du quartier Arnaud Bernard. C'est la nouvelle génération du rap. Et après, il y aurait Sardinha da Mata, qui c'est un groupe complètement 100% féminin. Des filles qui sont complètement engagées avec la culture brésilienne jusqu'au bout. Il y aurait Café Coulé de Sofaz et les Coco Chewy. Voilà. Et voilà. Et le samedi, comme vous avez dit, il y aurait les ateliers musicaux avec moi de percussion et avec Corentin. Donc, tous les instruments, ils sont les bienvenus. Les basses, guitares, flûtes, trompettes, trombones, tout ce qui est instruments de musique, ils sont bienvenus pour pouvoir faire cette collective du festival qui s'appelle Café Coulé.
Voilà, et donc Café con Lait, c'est le week-end prochain, samedi 16 et dimanche 17 à Rabastens, dans un lieu qui s'appelle la Safranette. La Safranette avec Boris et Anna qui nous accueillent. D'ailleurs, je voudrais faire un petit big up pour eux. Oui, c'est sûr qu'à Rabastens, on écoute Campus. Écoutez, merci beaucoup Jairo Rodriguez de nous avoir appelés et on va se quitter avec un extrait de votre album, de votre dernier album, donc Café con Lait est sorti, je pense il y a déjà 3 ans. Merci beaucoup de nous avoir appelés et donc Café con Lait est festival samedi et dimanche prochain à Rabastens à la Safranette. Bye. Oui, merci beaucoup à vous pour l'opportunité et puis je vous attends nombreux là-bas parce que franchement, c'est une bonne cause. On y va ensemble, c'est pour la collectivité, c'est pour le côté humain, c'est pour la Safranette, c'est pour les Coco Cherry, c'est pour le Sofase, c'est pour le Café con Leite, c'est pour l'Empire Street, c'est pour Junior França, pour Teresa, pour Sardinha da Mata et surtout pour nous tous pour passer un moment convivial. Voilà. Allez, bye. Beijo. Pra que servem as fronteiras se deixam passar o ar? Nunca irão impedir os rios correr no mar. Vous pouvez construire des murs, mais votre cœur serait pas peu pur. Nas minhas veias, as 3 raças cantam a dor. Regarde mes filles, elles ont la couleur de l'amour. Métissage nossa força, no mélange nosso valor. Nossa mãe é a África, nosso sangue é a música. Junto somos mais fortes, a união, nossa bandeira. Traz com ela os ritmos dos espíritos. Jeje, orixás, zumbi, vem me murmurar os contos. Todas as vozes do mundo animal. Faça vos couleurs, ton Dieu me semble bien pâle. Minha percussão é o coração dos negros. Traz junto com ela a potência dos escravos. Verde e amarelo, les couleurs de mon drapeau. Mais ela cache le rouge do sangue derramado. Tu nous regardes et tu as peur. Vamos construir um mundo melhor. Tu peux trembler, nous sommes 10 millions. Notre musique, plus puissant qu'un bataillon. Sirianos, ciganos, sarauí, índios. Eu canto a união dos povos oprimidos. A minha ponte atravessa continente. E a música não precisa de passaporte. Não precisa de passaporte. Não as fronteiras. Que nós podemos ter o direito de caminhar onde queremos, respirar. Porque a música não precisa de passaporte. Não existem fronteiras. Todos nós somos Amazir. Con
Bonjour. Bonjour. Passage annuel dans cette émission pour parler de cette nouvelle édition du Festival Les Orgues de Toulouse, 26e édition. Donc si je me souviens bien de mes notions d'intervalle et de mes leçons d'intervalle lorsque j'étais à la primaire, ça fait donc 25 ans que ce festival existe. Un quart de siècle, c'est pas rien pour un festival. Non, on pourrait dire que c'est l'âge de la maturité. Ah oui, ça c'est joli comme formule, c'est de la punchline, oui. En 25 ans, en tout cas, le Toulousain mélomane a pu s'apercevoir que la ville comptait un certain nombre d'orgues que l'on ne voit quasiment pas le reste de l'année, sauf quand le festival ouvre ses portes. Avec cette année, j'allais dire la réfection de deux orgues que vous allez fêter, celle de Notre-Dame de la Dorade. Là, l'orgue a été restauré en même temps que l'ensemble de l'église, et puis également l'orgue de l'église Saint-Jérôme. Des événements importants pour un amateur d'orgue comme ça, la réfection et la réapparition d'orgue. Oui, quand même, parce que comme notre festival est né en fait de la valeur et de l'importance de ces instruments, quand on a deux nouveaux instruments, ils sont évidemment pas nouveaux, en réalité tous les deux sont monuments historiques, mais lorsque les instruments sont remis en état de jeu et qu'on peut en profiter dans toutes leurs possibilités techniques, évidemment c'est toujours un peu un événement pour le petit monde de l'orgue, mais justement pour le public qui vient nous écouter. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu le concert d'ouverture sur l'orgue de la Dorade et ça a été un moment extraordinaire avec le chœur Les Éléments, mais il y a encore un concert à venir avec Willem Janssen et Christophe Coin, donc une formation orgue et violoncelle, et ce lieu, la Dorade, peut-être que beaucoup de gens s'en rappellent comme d'une église un peu sombre, et clairement c'est une église qui a gagné beaucoup de lumière. Alors évidemment ça fait un petit moment qu'elle est restaurée, mais le fait d'entendre l'orgue là c'est un vrai plaisir. Donc festival qui va vous occuper et qui va nous occuper jusqu'au 17 octobre, monter à la gloire de cet instrument un peu particulier, un peu encombrant, un peu étonnant. On a vu avec l'incendie de Notre-Dame comment il était compliqué de pouvoir démonter un tel instrument. C'est vrai que quand même c'est un instrument complètement atypique dans l'histoire de la musique occidentale, cet orgue. Oui, absolument atypique et le mot est tout à fait juste parce que autant par exemple n'importe quel instrument comme le violon trouve des résonances dans d'autres cultures, des vielles ou d'autres formes d'instruments, la guitare, le luth, etc. Mais on voit que déjà la notion de clavier est assez typiquement occidentale. Alors évidemment le clavier le plus connu c'est le piano, mais l'orgue reste insurpassable par sa taille, puisque en fait c'était l'instrument le plus puissant jamais construit par l'homme avant qu'on invente le haut-parleur. Donc en réalité il avait quand même déjà une place à part par cette espèce de gigantisme qui le caractérisait très tôt. Dès le Moyen-Âge, en fait, on met cet instrument-là dans les cathédrales parce que c'est le seul à pouvoir remplir l'espace sonore. Donc il y a quelque chose d'un peu excessif dans l'orgue, mais c'est ce qui fait son charme. Et c'est vrai que au point de vue humain, c'est quand même un des premiers instruments qui a nécessité des musiciens payés par les municipalités ou par le pouvoir en place pour pouvoir les faire fonctionner. On ne payait pas forcément un violoniste, par contre les organistes étaient, j'allais dire, des municipaux, des gens attachés à une église ou à une ville pour faire fonctionner cet instrument-là, tellement il était compliqué d'en trouver un et pour actionner cet instrument. Oui, alors tout simplement redire que c'est plus que tout autre encore un instrument collectif, puisque justement il remplit des grands espaces communautaires comme les églises et plus tard les cinémas lorsque le film était muet, ou bien quelquefois les stades. Effectivement que l'organiste qui fait de la musique, il fait toujours de la musique pour 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Donc il a été effectivement un employé municipal, la plupart du temps un employé de l'église. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui travaille dans le monde de la culture, mais quand même ces lieux particuliers que sont les églises, puisque c'est quand même là qu'il y a encore le plus d'orgues, effectivement ce sont des lieux où se rassemblent les gens. Voilà, on rappellera que Bach était le chef de la chapelle de sa ville, et à ce titre-là, il était le possesseur de la clé qui donnait l'accès à l'orgue.
Ah oui, alors prononcer le mot clé dans un festival d'orgue, c'est le mot magique, parce qu'en fait, on passe beaucoup de parties de notre temps à transmettre des clés. Parce qu'évidemment, pour accéder à un orgue, il faut toujours la clé d'une porte, voire de 2 portes, voire de 3 portes. Donc ça, c'est toute la magie de la cuisine de l'organiste, c'est l'accès à l'orgue. Et là, ces temps, les instruments chauffent, parce qu'ils sont joués des heures par jour. Donc forcément, il y a des pièces qui lâchent, qui cassent, qui pètent. Les facteurs d'orgue arrivent en courant. Donc il y a toute une logistique derrière le festival qui est assez amusante. Vous voulez dire que c'est comme dans les stands des courses de Formule 1, il y a 6, 7, 8 mécaniciens qui sont prêts à partir dès qu'il y a quelque chose un pneu qui explose. Presque. Heureusement, les orgues sont un tout petit peu quand même moins fragile qu'une voiture lancée à 280 km/h, mais c'est très compliqué comme mécanisme. Alors heureusement, ça reste de la mécanique, l'orgue. C'est-à-dire que tout ce qui fait le charme de l'orgue à tuyau, c'est que c'est une technologie ancienne. Donc c'est du bois, du métal, de la tringlerie, du fer, etc., du cuir. Alors le cuir, ça se déchire, les boulons, ça se dévisse, etc. Donc c'est là-dessus qu'on intervient et ça a un côté très concret, très vieillot. Évidemment, ça n'est pas comme un ordinateur qui bug ou comme une attaque informatique que l'on subit sans la voir. Tandis que l'orgue, le boulon qui tombe, on le retrouve tout de suite. Je me disais aussi en préparant cette émission que cet instrument gigantesque a quand même eu son pendant miniature, ce qu'on a appelé les orgues portatifs au 16e, 17e, 18e, et instruments qui ont permis la diffusion de la musique baroque, par exemple, dans tout le sud des Amériques, l'Amérique du Sud, où là, c'était des musiciens itinérants qui amenaient la musique grâce à cet instrument portatif qui avait été un peu revu et corrigé avec des bases un peu moins gigantesques, évidemment. Oui, alors c'est vrai que si j'ai souligné le gigantisme de l'orgue parce qu'il est patent, l'instrument a toutes les tailles. C'est-à-dire qu'en réalité, vous mettez une flûte de Pan avec un clavier derrière, une mécanique et du vent articulé à la main, c'est déjà un orgue. Parce qu'en fait, un orgue, c'est ça. C'est du vent produit de façon mécanique, alors aujourd'hui par un moteur, un ventilateur, un clavier qui commande un mécanisme et ce mécanisme laisse entrer l'air dans des tuyaux. C'est vraiment les 3 éléments fondamentaux. Et c'est vrai que vous pouvez avoir des instruments très petits. On en utilise d'ailleurs aussi pendant le festival. Il y a un moment donné où on a de l'organetto à la cathédrale. Justement samedi soir, donc le 9. Oui, c'est-à-dire demain soir. C'est-à-dire demain soir, effectivement, l'organetto, de la flûte à bec, les chanteurs d'oiseaux, c'est un programme en création très particulier. Et là, l'orgue, il est posé sur les genoux. Donc en fait, Catalina Vicens, qui est une organiste chilienne, elle le joue avec une seule main côté clavier, et l'autre main actionne le soufflet un peu comme un accordéoniste, on va dire, sauf que là, il n'y a qu'un seul soufflet. Pour finir un peu cette fiche signalétique de l'instrument, il se classe dans quelle famille des instruments? C'est un instrument à vent, c'est... Les aérophones, je ne sais plus. C'est une question technique. Je suis prise en défaut. C'est vrai que je me posais la question. Je me disais, tiens, bon. Donc, 25 ans de Toulouse-les-Orgues, 26e édition. Quelle est la couleur que vous avez voulu donner pour fêter ce quart de siècle? Alors c'est drôle parce qu'originalement il y avait une thématique qui a disparu au fil du temps, elle a été atomisée dans l'espace, c'était la thématique du rapport à la nature. D'ailleurs ce concert de demain dont j'ai parlé, l'orgue et l'oiseau, incarnait parfaitement justement cette thématique. En réalité le problème c'est qu'il y a eu d'autres chapitres qui ont pris le dessus. Vous avez mentionné tout à l'heure la question de la restauration de 2 instruments emblématiques, la dorade et puis Saint-Jérôme, donc on a voulu mettre ça en lumière. Et puis un autre phénomène, c'est que les concerts qui auraient dû avoir lieu en 2020 et que nous avons reporté en 2021, ont créé une programmation qui a évolué au fil de ces derniers mois. Et donc, cette année, on a une édition très riche en création, parce que plusieurs programmes qui auraient dû être créés en 2020 sont créés en 2021. Et évidemment, les créations prévues en 2021 ont lieu aussi. Donc, il y a plusieurs programmes très, très originaux qui sont vraiment, qui font de cette édition-là une partie une édition très riche sur ce chapitre-là. Et ce qui est un peu la marque de fabrique de votre festival, c'est effectivement ce côté création et qui laisse à penser que contrairement à ce que l'on peut croire, l'orgue n'est pas simplement un instrument jouant de la musique de répertoire. Oui, je trouve que c'est ce qui fait la force et puis le côté passionnant de ce festival, c'est justement imaginer tout ce qu'on peut faire avec un orgue, et je dirais qu'on n'a pas encore fait. Vous voyez, là, mélanger de l'orgue avec des chanteurs d'oiseaux, mélanger l'orgue avec de l'accordéon pour du Piazzolla. Moi-même, j'aurais le privilège de jouer du Bach
mais avec une contorsionniste qui sera sur scène. Donc voilà, j'ai pris 3 projets emblématiques. Je me souviens de trapézistes que l'on avait pu voir il y a 5-6 ans dans l'église du Jésus. Vous avez vu des trapézistes en 2014 à l'église du Jésus. Là, j'avais déjà frappé fort la première année. Mais effectivement, c'est de renouveler des propositions qui à la fois émerveillent un peu le public, lui font découvrir l'orgue différemment, et puis aussi, l'orgue étant ici relié à l'église, ça permet à l'intérieur de ces bâtiments patrimoniaux magnifiques de vivre des choses qui sont un peu atypiques. Un instrument qui fait résonner le public de manière très particulière. Oui, absolument. Oui. Non, parce que je l'ai encore vu l'autre soir justement à la Dorade, les basses qui vous traversent comme ça, mais c'est une expérience, c'est extraordinaire. Il y a vraiment que les musiques électroniques qui ont des choses similaires, mais il y a le son est physique, c'est ça qui est quand même évident. Et c'est vrai que vous parliez de musique électronique, c'est peut-être une des approches de ce festival sur ces 5-6 dernières années, c'est la connexion que vous tentez de faire entre l'orgue et les musiques électroniques. Oui, absolument, parce que justement, et c'est parti de ça, c'est-à-dire c'est parti d'une espèce d'intuition. Il y a une parenté dans la diffusion du son, dans le côté bain sonore que représente l'orgue et évidemment aussi les musiques électroniques. Et j'ai accueilli maintenant, sur ces dernières années, plusieurs artistes qui viennent de la scène électro. Et justement, aujourd'hui, je tente d'établir des connexions pour que même les organistes dits classiques s'emparent aussi de ce langage, voient toute la richesse d'expression qu'il y a dans ces musiques-là. Et cette année, effectivement, j'ai invité un jeune organiste romain qui est un peu pour moi le chaînon manquant, c'est-à-dire qu'il est à la fois organiste classique, mais c'est quelqu'un passionné de rock prog et qui vient me proposer de la musique que lui crée et qui est très proche des musiques électroniques. Et donc là, je lui dis, bingo, viens à Toulouse-les-Orgues parce que c'est là que tu pourras t'exprimer aussi. Donc là, c'est le projet Nebula que l'on a pu écouter hier. Et c'est vrai que c'est jouer à l'orgue sans machine, sans rien, mais avec une espèce de substrat, une espèce d'ambiance qui a rapproché avec les musiques électro. Oui. Oui, en fait, on est vraiment sur de l'acoustique. Il n'y a aucune amplification, mais par contre, il a une technique très particulière. Alors, bon, elle n'est pas si particulière parce que les musiciens électro l'utilisent aussi, mais on bloque les touches du clavier et après on travaille sur les registres que l'on tire à moitié pour essayer de faire parler le tuyau de façon un peu atypique. C'est-à-dire qu'on arrive à faire sortir de l'orgue des sons que d'habitude on n'entend pas. Et donc là, on essaie de fabriquer des nappes sonores et de les couper avec le système des tuyaux, de les couper pour donner un semblant de mélodie, un semblant de rupture dans cette nappe sonore. C'est beaucoup des nappes, c'est-à-dire c'est une évolution très lente du son et justement, moi quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'avoir le son comme un espèce de magma, comme une pâte à modeler que j'ai entre les mains et puis ça bouge, ça change de forme, ça évolue, ça s'étire, ça devient plus grave, plus aigu, mais dans une grande continuité. Le propre de ces projets, c'est qu'en fait ça joue très longtemps sans s'arrêter. Ça c'est très important. À l'écoute de votre festival, Yves Rechsteiner, on s'aperçoit aussi que les musiciens sont assez jeunes finalement. On a cette image d'un vieil instrument, un peu l'ancêtre de la famille, joué par des gens qui seraient là depuis des années. Et finalement, non, il y a aussi plein de jeunes musiciens qui s'emparent de cet instrument pour l'amener vers d'autres paysages. Oui, absolument. Il y a vraiment, on peut dire aujourd'hui, on peut le dire d'autant mieux qu'on a eu là jusqu'à aujourd'hui le concours international d'orgue. Donc plein de jeunes qui viennent de plein de pays différents pour se mesurer les uns aux autres. Et globalement, le niveau est vraiment très très bon. Je le sais aussi parce que j'ai moi-même pu voir ça à l'étranger. Et donc forcément, il y a une scène d'organistes, alors évidemment qui joue à 99,8% de la musique classique, mais je vois quand même dans cette jeune génération d'organistes qui ont moins de 30 ans, une vraie ouverture d'esprit et une très grande flexibilité à faire éventuellement des choses que peut-être leurs aînés ne faisaient pas. Et je trouve que c'est un peu une mission de notre festival que justement leur donner de la place et même les pousser un tout petit peu dans le dos en leur disant voyez, des choses que d'habitude vous ne faites pas, et ici c'est possible. Justement, ce concours international, le 13e cette année, c'est un concours qui au niveau européen se place à quelle échelle ? Alors en fait, il est très respecté
parce qu'il a une formule particulière, les gens viennent avec le programme qu'ils choisissent eux. Et autre particularité, ils choisissent un des 6 orgues du concours, donc ils sont libres en fait de leur instrument. Et ça, c'est très rare, parce qu'un concours, en principe, c'est une espèce d'épreuve où vous jouez tout le temps la même chose, et puis on élimine par comparaison de la même musique. Et les jurys vous le diront, quand vous entendez 50 fois la même pièce, vous en pouvez plus. C'est un exercice terrible. Tandis qu'ici, les programmes sont différents, et d'ailleurs, on encourage les candidats à imaginer des programmes intéressants, parce que le programme de ce que vous jouez, c'est une grosse partie de la réussite de votre concert. Vous jouez des pièces qui sont nulles, vous aurez un public qui n'est pas content. Donc voilà, il y a de ça. Et de toute façon, même avant que j'ai la responsabilité de ce concours, mes prédécesseurs avaient déjà voulu ça. Autonomiser l'organiste, le rendre vraiment comme un artiste responsable d'un concert et lui donner les moyens de jouer. L'artiste dont nous parlions tout à l'heure, italien, Giulio Testi, c'est un ancien lauréat du concours des orgues de Toulouse, non ? Absolument. C'est étonnant. Moi, c'est quelqu'un que je n'avais pas vu arriver sur les radars des jeunes, mais il est arrivé à Toulouse. Il a gagné donc le premier prix à l'édition 2017 du concours. Et en fait, c'est 2 ans après qu'il m'envoie un petit lien Internet en me disant « Écoute, voilà, je fais cette musique-là. Alors oui, c'est pas de répertoire, mais qu'est-ce que vous en pensez, etc. » Et puis là, a commencé une histoire qui pourrait presque devenir une collaboration, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que fait ce garçon. Donc, on parlait de son concert à lui. Vous parliez tout à l'heure de ce concert aussi qui sera donné dans le double cadre des orgues et de Jazz sur 131 au Mazade, avec l'accordéoniste Lionel Suarez. Voilà, Lionel Suarez, donc autour de Piazzolla. 2 mots sur l'organiste qui va jouer avec Suarez ce soir-là au Mazade. Oui, alors c'est un grand nom de l'orgue en France et aussi du monde de la composition, c'est Thierry Esquèche. Alors il est venu plusieurs fois au festival parce que c'est franchement une personnalité qui a une carrière internationale extrêmement importante. Et justement à double titre, ou je dirais même à triple titre, c'est un très bon organiste, donc un interprète, c'est un extraordinaire improvisateur, donc on l'a entendu à Toulouse se lancer dans des improvisations, les gens étaient la bouche ouverte, et par ailleurs c'est un compositeur, donc c'est quelqu'un vraiment qui écrit de la musique pour orgue et qui d'ailleurs est joué, alors c'est un peu bête à dire, mais une musique régulièrement jouée, c'est déjà un premier gage de succès, parce que quelquefois les créations, faut pas se cacher, elles sont données 1 fois, 2 fois, et puis après elles s'endorment un peu dans les tiroirs. Et la musique de Thierry Esquèche est effectivement une musique qui est très appréciée des organistes, aussi du public d'ailleurs. Je me rappelle de cette saillie d'une dame sortant d'un concert de Toulouse Les Orgues, et elle venait d'entendre une pièce de Thierry Esquèche parmi d'autres pièces de compositeurs plus anciens. Et elle dit « Ah, enfin de la musique de quelqu'un qui n'est pas mort !» Oui, ça existe aussi, même si effectivement, quand on parle d'orgue, on parle souvent et on pense souvent à de la musique ancienne, ce qui sera quand même donné dans la plupart des concerts de ce festival Les Orgues. On va écouter du Bach, mais on va écouter aussi du Prokofiev. On va avoir droit à Pierre et le Loup. Les éléments vont venir aussi. L'orchestre du Capitole sera également là. C'est vrai que il y a ce dosage obligé pour un festival comme ça, qui est quand même ancré dans le milieu de la musique classique. Il y a des passages obligés, même si vous avez envie, Reichsteiner, d'amener des sonorités nouvelles, il y a quand même le passage obligé par certaines œuvres classiques. Oui, absolument, parce qu'il faut pas que mon discours qui tende à parler beaucoup de création n'occulte l'immense amour que j'ai pour la musique de nos ancêtres, on va dire ça comme ça. Le mot classique étant évidemment la référence, mais c'est pas le mot que je préfère. En réalité, oui, on valorise les orgues, on valorise toutes les musiques. Et moi, après, j'ai ma petite recette de programmateur, c'est-à-dire que j'ai une recette, c'est-à-dire qu'à chaque festival, les genres de musique doivent être représentés dans des bonnes proportions. C'est comme quand vous faites votre gâteau, il faut que les aliments soient bien proportionnés. Et ça, c'est mon travail. On paye juste pour ça, c'est-à-dire de fabriquer un festival où les amoureux du baroque
vont trouver leur compte avec quelque chose qui les intéressera dans des répertoires d'avant 1800, que ceux qui viennent à Saint-Cernin écouter ce gigantesque instrument du 19e siècle, ils trouvent les musiques qui correspondent, les grandes pièces symphoniques du répertoire pour orgue, Franck, Vierne, etc. Mais quand même, justement, proposer le troisième tiers du trois tiers, qui est justement un peu tout le reste, la création, le 20e siècle, le crossover, le pluridisciplinaire, etc. Après, le plus compliqué, comme dirait Pagnol, c'est de trouver la grandeur des tiers. Un bon équilibre. Donc voilà, c'était la 26e édition de Toulouse et les Orgues, donc jusqu'au 17 octobre, festival qui a commencé dans la semaine. Deux, trois éléments phares pour vous, Yves Rechsteiner, où c'est impossible d'isoler comme ça des moments dans votre programmation? Aussi, quand même, je vais en souligner certains. Donc, demain soir, samedi, à la cathédrale, l'Orgue et l'Oiseau, 20h30, un programme effectivement complètement atypique, mais je pense que les gens vont être assez surpris et émerveillés par le côté poétique des musiciens. Je l'ai déjà mentionné, mais j'y reviens, donc au Théâtre des Mazades le vendredi 15 pour la création avec Piazzolla. Après, je rappelle toujours les deux temps forts que sont la nuit de l'orgue, un peu avant la toute fin, à Saint-Cernin le samedi 16, et puis avant, bien sûr, le ciné-concert, parce que le ciné-concert, c'est un des moments où on n'a pas besoin de faire trop de publicité, les gens viennent tout seuls, et donc là, on aura comme d'habitude un improvisateur qui fera la musique en direct sur un film qui est une version romancée de la vie de François Villon, le poète du XVIe siècle. Et donc, c'est un film des années 30 qui est tout à fait enjoué et très varié en réalité. C'est un film qui est très équilibré. Voilà. Une édition compliquée à monter cette année par rapport à la situation sanitaire qui nous occupe depuis quasiment 2 ans? C'est toujours plus lourd, c'est-à-dire que les équipes ont énormément plus de travail à gérer par rapport aux exigences, le pass sanitaire et puis toutes ces choses-là. Après, avec aussi on programme de plus en plus tard, le contexte budgétaire devient plus incertain, et puis aussi la fréquentation du public. On est là dans une rentrée, en tout cas à Toulouse, très particulière. Ah oui, ça c'est le moins depuis que l'on puisse dire, un embouteillage terrible. Voilà, vous avez résumé. Donc forcément, le programmateur que je suis, il espère que les concerts seront fréquentés comme d'habitude, parce que nous avons quand même un public très fidèle. Mais entre ceux qui peut-être ont perdu l'habitude de venir au concert, entre les quelques-uns qui sont réfractaires au pass sanitaire, et puis après le fait que l'offre est si abondante, forcément, ça reste encore une année un peu à part. Oui, on a été privé de concerts pendant quasiment 1 an et demi. C'est vrai que d'un coup, il y a tout qui arrive. Il faut du souffle pour pouvoir arriver à suivre toutes les propositions actuellement faites à Toulouse. En tout cas, on va vous souhaiter un bon festival. Vous êtes déjà sur le 27e ? Oui, bien sûr. Évidemment. Un an à l'avance. Évidemment. En tout cas, la 26e édition de Toulouse les Orgues a commencé. Ce festival se terminera le dimanche 17 octobre. Un site internet, évidemment, www.toulouseslorgues.com. Vous avez... .org, .org. Oui, .org, évidemment. Forcément. Forcément. Toulouse-les-orgues.org avec toute la programmation de cette 26e édition. Merci Yves Rechsteiner d'être passé par ce studio. Avec plaisir.
Voilà, on vient d'écouter un petit extrait d'une œuvre donc pour orgue jouée par Bernard Haas. Le morceau était une composition de Max Reger. Bernard Haas, joueur de orgue allemand, que l'on pourra écouter le dimanche 10 octobre à l'église Saint-Jérôme à 17h dans le cadre donc de ce festival des orgues de Toulouse. Jingle et la suite. Et du cinéma, il risque d'y en avoir la semaine prochaine à Mixar Myris. Bonsoir Joël Lecussin. Et bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Caramel Mou. Voilà, bonsoir. donc on continue à relayer nos petits épisodes qui narrent les avatars de Mixar Myris depuis janvier dernier. On vous avait laissé en juin un peu déconfit, on va le dire comme ça. Pendant l'été, on a appris que vous aviez fait un recours contre les propriétaires actuels des bâtiments qui abritent Mixar Myris, à savoir la mairie de Toulouse et l'agglomération, pour les inciter à faire urgemment les travaux nécessaires pour la réouverture du lieu. Où en êtes-vous de cette démarche? Déjà, quand est-ce qu'elle a été faite? Quel est l'objectif de cette démarche-là? Et après, parlez-nous de cette opération qui va avoir lieu le 16 octobre, c'est-à-dire samedi prochain. Absolument. Donc, merci pour cette introduction en orgue. C'était magnifique. Je me suis senti porté, transporté. En tout cas, on n'est pas déconfit, on est toujours bien vivant et on est toujours là, on est toujours sur le lieu, on occupe dans tous les cas, même si on n'a pas l'usage des ateliers, comme chacun le sait, chacune. Ça veut dire quoi, Joël Lecussin? Excusez-moi, on l'occupe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à vivre là-bas ou à y aller dans la journée pour rester dans les bureaux, pour travailler dans les bureaux? Tout à fait, ouais. On continue à se réunir. Le collectif a toujours ses AG ou apéros généraux hebdomadaires. Et on continue à porter la bagarre que l'on mène depuis le lieu. Mmh. Donc bagarre qui continue depuis janvier, la mairie refusant régulièrement de vous rencontrer, d'où cette démarche de référé que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Alors c'est une mise en demeure fait, par l'entremise de nos avocates à Toulouse Métropole pour effectivement les sommer de faire les travaux auxquels ils s'étaient engagés au moment de l'achat du lieu en 2018 et qui n'ont évidemment pas été faits, ce qui nous a confrontés à cette histoire de fermeture administrative. Donc cette mise en demeure, elle s'inscrit dans une démarche juridique de manière très claire, puisque la formule consacrée c'est avant contentieux, et contentieux ça veut dire en fait mise en procès. Donc on en est là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mouvement de leur part. On sait que les services juridiques font leur travail, et que là on leur a posé un délai maintenant qui ne va pas expirer. Et donc, ça, on vous annoncera tout ça le 16 octobre. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. Oui, bon, enfin, je vais quand même essayer de vous en faire dévoiler un peu plus. Ce qui est drôle, c'est que les services juridiques travaillent, mais jusqu'à preuve du contraire, les gens qui vont faire les travaux chez vous, s'ils doivent être faits un jour, ça sera plutôt des maçons que les services juridiques. Donc, on est bien d'accord, pour le moment, la mairie n'a pas trop l'intention de commencer les travaux, ni l'agglomération. Ils n'en donnent pas les signes, en tout cas. Oui, peut-être petite rectification, peut-être c'est bien Toulouse Métropole que nous. Que vous avez mis en demeure, que nous attaquons, et pas la ville de Toulouse qui elle n'a été que le bras armé dans cette histoire-là via le service de la sécurité civile pour mettre en œuvre la fermeture administrative. Ah oui, jusqu'à présent je croyais que c'était une copropriété. C'est une propriété unique de Toulouse c'est bien Métropole. La métropole qui est propriétaire. Ouais. Donc la suite, c'est si les travaux n'ont pas commencé, le délai de la mise en demeure, c'est jusqu'à quand? Donc le délai, on leur a donné une quinzaine de jours à partir de début octobre. Donc d'accord. Voilà, vous voyez, c'est imminent, et donc à partir de là, nous passerons effectivement à la concrétisation de la mise en procès de Toulouse Métropole. D'accord, très bien. Ce qui pourrait engager un procès dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Le procès s'engagera quand même plus vite. Il va y avoir effectivement un temps de constitution de dossier, tant pour nous de le peaufiner que pour eux de le constituer. Même si effectivement ils doivent plus travailler à ça que se poser la question de faire les travaux. Peut-être qu'ils prennent un peu d'avance. Mais donc après c'est le temps effectivement juridique, donc c'est un temps long, et donc c'est pour ça que Mixar ne saura se réduire à cette simple démarche juridique, mais aussi légitime soit-elle, qu'on a d'autres choses à vous raconter
ce 16 octobre à venir. Oui, puisque le danger, avant de parler du 16 octobre, le danger pour le collectif qui gère Mixar Myris, c'est peut-être de s'essouffler. Tout à fait, bien sûr, ouais, bien sûr. Ben, évidemment, le cœur du projet, c'est d'être en acte, d'être agissant, d'être opérant, que ce soit sur le geste artistique, depuis le geste artistique, ou sur toutes les questions sociétales que l'on peut agiter, que ce soit l'accueil des AMAP, même si ça, on arrive à le maintenir puisque ça a opéré sur le parking et qu'on maintient cet interstice dans le cadre de notre fermeture administrative. Donc ces pendants-là du projet continuent d'opérer, mais par contre le dramatique, c'est des ateliers qui restent déserts. Ouais. Alors il y a une acoustique formidable dans le lieu, du coup à l'heure actuelle, qui intéresse certains de nos créateurs sonores plasticiens. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de frustration. Oui. Ouais. Donc, pour réveiller un peu, au moins, l'intérêt des gens qui vous suivent depuis janvier, vous organisez donc samedi prochain, de 17 à 22 heures, un joli petit raout où vous allez faire un certain nombre de choses, y compris nous donner des nouvelles de vos actions et de la suite surtout qui est à prévoir pour Mixar Myris. Vous nous en dites deux mots ? Deux mots, donc on pourra savoir à ce moment-là, vous préciser un peu plus les choses concernant cette possible mise en procès. Et puis on saura d'ici là, il restera encore une semaine à la métropole pour dire s'ils souhaitent revenir à des négociations ou pas, d'ici le 16. Et puis une autre nouvelle, mais qu'on préfère que vous veniez entendre et partager avec nous en direct plutôt que de la balancer là tout de suite sur les ondes. Oh, c'est dommage, allez, une petite un teaser quoi, un teaser. Jean-Philippe Guirac, vous ne m'aurez pas. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Donc tout ça c'est le 16. Est-ce que c'est le 16 octobre, donc à partir de 17h, j'ai vu qu'il y avait aussi un peu de musique, il y aura tout à fait, ouais. Donc c'est un événement qu'on appelle d'ici là, Mixar Myris d'ici là, et qui va ouvrir a priori une série de quatre rencontres sur un peu le même squelette, le même format, avec donc conférences de presse, annonces publiques sur l'évolution de la situation et sûrement sur la temporalité de la procédure. Et évidemment, comme à notre habitude, on peut pas se déroger à l'esprit de convivialité que l'on sait mettre en œuvre. Et donc, il y aura là, en l'occurrence, vernissage d'expo avec le collectif Co-Peintre, qui a fait un ravalement de façade du bâtiment absolument détonnant, déchiquetant, décadré et surprenant. Et une rencontre avec Fabrice Lextrait, qui était le rédacteur du rapport Lextrait en 2001, qui avait donné lieu à toute l'histoire des nouveaux territoires de l'art, etc., mais qui fait encore trace dans le ministère, même s'il est bien malmené, ce rapport, et les conclusions qui mettaient en avant, avec des traductions notamment sur les tiers-lieux que l'on a à l'heure actuelle. Ouais. Et qui dévoient elles-mêmes ce que sont les tiers-lieux au départ tels qu'ils ont été imaginés et pensés. Et ce qu'ils sont en train de devenir maintenant, il y a un joli écart. Et il y a un fossé même, je dirais, ouais. Là, c'est plus des écarts, là, c'est des habits. Et du coup, il y aura également Fazette Bordas qui devrait être là, l'initiatrice du confort moderne à Poitiers et de main d'œuvre à Saint-Ouen, donc a été un élément très moteur sur toutes ces histoires de lieux de fabrique, de friches artistiques, etc. Et aussi Frédéric Sultan du collectif Remix the Commons, qui a travaillé notamment avec Michel Bowens de la Peer-to-Peer Foundation et qui ont pas mal bossé sur l'histoire des communs, qui nous est toujours plus proche que jamais. Et donc on va faire cette rencontre autour de l'histoire de friches présentes des communs, et on va se raconter des histoires là-dessus et les perspectives que peuvent avoir ces aventures et au-delà. Et ensuite il y aura donc le vernissage, j'en ai parlé, et il y aura effectivement un temps de musique perf danse avec Esther et Elvire.
Très bien. Une question avant de revenir sur les festivités de samedi prochain. Les soutiens que vous pouvez avoir au niveau du pays, ça commence à bouger au niveau des lieux comme Mixar, des friches, des lieux autogérés qui proposent de concevoir la culture autrement. Il y a une internationale de ces milieux-là, de ce réseau-là autour de ce qui arrive à Mixar Myris. Oui, tout à fait. Oui, on a eu des retours et des soutiens d'un peu partout en Europe, du Canada, des États-Unis. Après, c'est plus compliqué, mais oui, bien sûr qu'il y a un mouvement international qui se construit, qui a ses fragilités, parce que les aventures en question, pour un certain nombre, sont fragiles et opèrent dans des contextes fragiles et pour certains extrêmement fragiles, suivant les contextes politiques locaux, nationaux. Mais bien sûr qu'on a eu des soutiens d'un peu partout. Ouais. Et ça continue à affluer. La journée du 16, c'est une journée qui se passe en dehors des impératifs posés par la mairie. Par rapport à la fermeture administrative, oui. Tu veux dire? Oui. Oui, disons qu'on joue les interstices. La fermeture administrative concerne le bâtiment, le lieu. Donc là, ça va se passer sur le parking. De dangereux. Donc du coup, on se déplace un peu et effectivement, on va jouer l'interstice du parking sur lequel on considère qu'on ne met pas en danger les gens et qui peuvent venir en toute sérénité partager avec nous ce moment-là. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas de flotte le week-end prochain. Vous nous dites qu'il y a eu un ravalement de façade, rassurez-moi, il reste quand même quelques-uns de ces graphes magnifiques qui faisaient l'intérêt de l'entrée de Mixar, ou pas du tout? Alors, les graphes ont dans leur culture originelle le sens de l'éphémérité, et donc là c'est justement de nouveaux graphes. On va dire que c'est un point de vue sur le graphe contemporain que nous proposent les amis du collectif Copeintre. Bon, ben très bien, à découvrir donc la semaine prochaine. Du côté des collectivités locales, on ne parle pas là de la mairie ni de l'agglo, mais de la région et du département, il y a des choses qui bougent ou c'est toujours le même statu quo? Non, là c'est en train de bouger. En tout cas, on va être reçu par le président Méric très prochainement, puis ce sera dans le courant de la semaine prochaine, pour justement discuter des perspectives et des autres formes de solutions au-delà de cette possible mise en procès et de ce qu'on peut faire dans la perspective de ne pas se réduire à cette simple démarche juridique. Eh bien, très bien. Donc, on aura plus d'informations samedi prochain sur le parking de Mixar Myris. Peut-être qu'on se dirait que 15 jours plus tard, vous viendriez nous en faire un compte rendu complet à ce micro. Mais avec grand plaisir, comme chaque fois. Voilà, l'invitation est prise et cette fois-là, vous pourrez en plus boire l'apéro avec nous, Joël Lecussin, à samedi prochain. Et merci de nous avoir téléphoné pour nous donner ces quelques nouvelles qui sont un peu plus rassurantes que les dernières. Merci, bon week-end. Avec plaisir. À bientôt.
What good am I if I stay just to be another long? Tell me if I stay just to be lost in your world. I don't want this life, boo. I think you should know I already made my choice. I'm standing right next to you. Yeah. I swear down, I can give you something new. Well, if I see your face, say it true. Yeah. I wanna be the only one for you. Yeah. They're gonna stay upstairs when you leave me all night. When I see you smile, my mind is working all the time. Don't treat me bad, I don't have to change overnight. I used to be so lonely. Yeah, come on. I'm standing right next to you. I wanna be the only one for you. I'm standing next to you. I wanna be the only one for you. I'm standing next to you. I wanna be the only one for you. I'm standing next to you. I wanna be the only one for you. I'm gonna stay downstairs when you leave me all night. When I see your smile, my mind is working all the time. Don't treat me bad, I don't have to change overnight. I used to be so lonely. I'm gonna stay upstairs when you leave me all night. When I see your smile, my mind is working all the time. Don't treat me bad, I don't have to change overnight. I used to be so Voilà, on vient d'écouter Altesse Ego, le morceau Lonely. Altesse Ego, un nouveau groupe de New Soul, funk toulousain que l'on pourra écouter ce soir au Taquin à partir de 21h. Altesse Ego, fantastique, machine à groove, fabriquée de ce côté-ci de la Garonne et construit avec une partie de l'équipe de The Roche. Donc à découvrir ce soir au Taquin à partir de 21h. Allez, on reste sur les concerts du soir. Ce soir, soirée psychotropicale, cumbia et autres musiques sud-américaines avec la présence de Guayabo Brothers, de la chanteuse argentine Alumine Guerrero et de DJ No Breakfast, tout ça à l'usine à musique du côté des 7 deniers à partir de 20h. Jazz sur son 31 continue sa programmation pendant ce week-end et pendant toute la semaine avec ce soir le trio Sax Machine à la MJC Roguet, trombone, sax, machine et rappeur à partir de 20h30. On le disait en début d'émission, ce soir également dans le cadre de Jazz sur son 31, la chanteuse britannique Anna Williams sera elle au pavillon République dans la cour du conseil départemental à partir de 20h30 également. Ce soir, à la Cave Poésie, Vicente Pradal lit la vie de Lazarillo de Tormes dans une nouvelle traduction qu'il vient de publier aux éditions Trobavox. La vie de Lazarillo de Tormes étant un roman datant du XVe siècle et qui, à l'instar de Don Quichotte, est considéré comme un des premiers romans européens. Donc ce soir, Vicente Pradal lit ce bouquin qu'il s'est chargé lui-même de retraduire et ça se passe à la CAFPO à partir de 21h. Depuis mardi a commencé le festival Origine Contrôlée. Vous y trouvez des débats, des rencontres, des expositions, des spectacles et des concerts. Et puisqu'on parle de concerts, ce soir un concert aux Trois Cocus
un triple plateau réunissant le rappeur Vadek, jeune rappeur de la scène émergente rap française, Daddy Mori, un artiste de dancehall, et Pierre-Paul Jacques, le vétéran français du ragaton. Tout ça à partir de 20h30 au 3 Cocus, le festival se poursuivant jusqu'au 16 octobre. Salah Amokran viendra nous en parler la semaine prochaine. Ce soir également, à noter que la Meute, cette tonitruante fanfare technobrasse allemande, sera à la Halle aux Machines à partir de 19h30. Et puis la chanteuse Jour chantera les chansons de son nouvel album Sangria, album paru au printemps dernier. Jour, ce soir donc au Bijou à partir de 21h30, tout de suite dans Caramel Mou avec ce morceau Tango Bizarre. Elle conduit comme elle joue de la guitare. Elle conduit comme elle joue de la guitare. Plein phare, plein phare. C'est un soleil noir, un tango bizarre. C'est un soleil noir, un tango bizarre. Elle joue de la guitare comme elle fait de la peinture sur les murs. C'est un soleil noir, un tango bizarre. C'est un soleil noir, un tango bizarre. Une danse à genoux dans la boue, dans la boue. Elle fait de la peinture comme elle fait des confitures. Elle fait de la peinture comme elle fait des confitures. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel.
Allez, c'est là-dessus que Caramel Mousse termine pour aujourd'hui. On se quitte, non sans quand même vous avoir annoncé que dans le cadre de Jazz sur Son 31, le 12 octobre, le Pavé dans le Jazz va proposer Myotis 5, le projet d'Anthony Laguerre, monté avec les percussions de Strasbourg, une musique très percussive. Les percussions de Strasbourg étant sans doute une des formations phares de la musique contemporaine en France. Et puis Anthony Laguerre, réutilisant les sons joués en direct qu'il transforme dans son ordinateur et qu'il restitue lui aussi en même temps que la musique se joue. Le concert devrait être assez intéressant à regarder, à écouter. Donc ça se passera le 12 octobre, mardi prochain, 12 octobre, au Théâtre du Pavé. Dernière petite info, l'émission est réalisée ce soir encore par Paul Benaïm. Paul Benaïm que vous pouvez retrouver tous les mardis sur les ondes de Campus pour son émission La Brèche, une émission éclectique et plutôt érudite sur la musique, tout le mardi à partir de 21h. La Brèche, Paul Benaïm donc qui a réalisé une nouvelle fois l'émission de ce soir, émission qui sera réécoutable dans la semaine sur la page Facebook et la page YouTube de Caramel Mou Campus FM. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de gens à ce micro, et puis nous parlerons d'un autre festival de jazz qui arrive et qui se passe du côté de Saint-Gaudens. Allez, salut les filles, profitez bien de toutes les festivités qu'on nous propose en ce moment. Le printemps de septembre n'est pas encore fermé, il y a plein d'expositions à voir, et en plus ils ont prévu un temps plutôt ensoleillé, on pourra se promener demain. Allez, bye, à la semaine prochaine. Caramel.